Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être déplacés pour écouter cette table ronde intitulée La science-fiction et les sciences juridiques au secours de l'environnement. Donc je me présente, je m'appelle Manon Tardy, je suis doctorante à l'Université Bordeaux-Montaigne et chargée de cours de littérature à l'Université de Nantes et surtout membre de l'association Imaginaire, qui a co-organisé cette rencontre en association avec l'Université catholique de l'Ouest dans le cadre de son salon de littérature imaginaire à Angers. Donc à ma gauche, je vous présente Anouk Faure, qui nous vient de Nouvelle-Calédonie, qui est artiste plasticienne et nouvellement autrice aux éditions Argile. Ensuite, Jean-Marc Ligny, qui est un auteur réputé de science-fiction d'anticipation climatique avec plus d'une quarantaine d'œuvres à son actif. Oui, pas toutes sur le climat. Mais... Pas toutes sur le climat, effectivement. Mais en tout cas, les dernières. Toutes les dernières. Ensuite, Tiffany Rich, donc juriste spécialiste du droit de l'environnement et de l'énergie. Et Pierre Joussomme, juriste également, spécialiste du droit de l'environnement. Et je crois que tu as une spécialité sur le sol. Ouais, je travaille plus particulièrement sur le droit des cités satellitaires. Merci. Donc en fait, pour rappel, donc, nous sommes actuellement pris dans une crise climatique, mais surtout donc, environnementale, qui touche le globe, qui est, d'après, si on suit le rapport du GIEC, donc c'est prouvé que l'empreinte humaine, l'activité humaine agit sur le réchauffement planétaire à cause des gaz à effet de serre. Ça touche aussi bien sûr toute la faune, toute la flore de la planète. Et en fait, c'est vrai que la littérature s'empare de ce sujet dès le début du 19e siècle, avec des romans au début de l'Apocalypse, où la Terre est devenue stérile, où l'humanité est devenue stérile à cause de ses excès. Donc on trouve ça dès 1805, en fait, chez Jean-Baptiste Cousin de Granville. Ensuite, dans les années 1840, on a une très forte critique et satire du capitalisme chez les auteurs français. Donc je pense à Epinus du Comte Didier de Choisy, ou Au monde tel qu'il sera à l'an 3000 d'Émile Souvestre, dans les années 1880. Ensuite, on a bien évidemment René Aîné qui écrit, qui lui, La mort de la Terre au tout début du XXe. Puis dans les années 1920-1930, on a vraiment toute la tendance de littérature utopique, dystopique, et cette fois vraiment anglaise, américaine. Et puis malheureusement, ensuite de la menace nucléaire et de la Seconde Guerre mondiale, et des avancées technologiques dues à la guerre, on se retrouve dans l'âge d'or de la science-fiction. Puis dans les années 70, on a cet essor de la science-fiction climatique qui vraiment devient un genre en part entière en littérature. Du côté du droit, justement, en 1971, on a la création du ministère de l'écologie, de la transition écologique en France, qui précède donc de un an, en 1972, bien sûr, le fameux rapport Meadows sur les limites de la croissance. En 1976, on a la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature qui pose en France, on va dire, les premières pierres du droit de l'environnement. Et puis en 1980, la revue Nature publie un article sur les premières mesures fiables de gaz à effet de serre prises dans la glace grâce au carottage. Même si dès 1845, en fait, un géologue français avait l'idée de mettre en corrélation les variations de CO2 et de température à la surface du globe. Donc, en sachant tout ça, en fait, on se rend compte que on reste dans la crise environnementale. On parle aussi de crise de l'imaginaire, qu'on n'arrive pas à sortir du schéma dans lequel on est, qui va à notre perte, en fait.
Donc un schéma, on appelle ça aussi du capitalisme, qui dit que les limites de la planète, en fait, sont... on n'a pas, en fait, on est limité, on est toujours dans la croissance, dans le progrès. Et on essaye, grâce à la science-fiction, grâce à l'anticipation climatique, de trouver des solutions, de montrer des fois le pire, ce qui pourrait arriver, mais aussi le meilleur en fonction de nos choix. Donc, ma première question sera plutôt vers les juristes. Donc, à ce moment, est-ce que vous pensez qu'on est en train d'échouer? Est-ce que vous pensez que le droit environnemental peut renverser la tendance ou il participe à cette catastrophe? Alors, Sven en premier, peut-être. Mais avec cette question-là, en fait, on tue le débat parce que si on te dit que le droit n'aura aucune chance de participer à la lutte contre le réchauffement climatique, on reprend nos sacs et on rentre à la maison. Non, j'espère bien que le droit va avoir un intérêt là-dedans. Aujourd'hui, tu parlais d'un schéma, tu parlais de ce schéma qui nous emmène dans le mur et qu'on a du mal à en voir les fenêtres ou les portes. Et c'est vrai, quand on pense spontanément au droit, peut-être qu'on pense que le droit, c'est ce carcan, c'est ce schéma qui nous emmène dans le mur, mais justement, si c'est lui, ce schéma, si les effets cliquets, si les verrous sont dans le droit, c'est d'autant plus efficace de savoir les identifier, voir en quoi est-ce qu'ils ont permis de consolider une société qui va dans le mur et de faire péter ces verrous-là. C'est tout l'intérêt aujourd'hui d'être un juriste en droit de l'environnement et de travailler sur les questions climatiques. Je peux dire quelque chose là-dessus. Est-ce que justement la tendance est en train de s'inverser avec l'affaire du siècle ou même l'Europe qui condamne la France pour son inaction climatique d'une certaine manière, ou du moins de ne pas respecter l'accord de Paris, de ne pas respecter ses engagements? Oui, d'une certaine manière. On l'a vu récemment avec une décision qui vient d'être rendue dans le cadre de la commune de Grande-Synthe, où le Conseil d'État est venu nous dire que, en tout cas, a enjoint l'État de produire un certain nombre de justificatifs avant la fin de l'année pour attester du fait qu'on traite le sujet à la hauteur des enjeux. Alors, cela étant, le juge ne peut que statuer vis-à-vis des règles de droit, et donc des règles de droit qui ont été instituées et qui sont suffisamment contraignantes. Et donc, dans ce cadre-là, si on en arrive là, c'est parce qu'on dispose de textes qui ont fixé des objectifs assez clairs. On peut parler de l'accord de Paris, qui vient nous dire qu'il faut absolument limiter à 2 degrés le réchauffement climatique. Absolument, mais la cible, c'est 1,5. Et donc, aujourd'hui, on a tendance à peut-être l'oublier, mais c'est qu'il y a, parlé de limite tout à l'heure, il y a aussi la notion de point de bascule, et on sait très bien, d'après les scientifiques, au-delà de 1,5, il y a un certain nombre de points de bascule qui vont être atteints de manière irrémédiable, et donc, par définition, on ne sait pas trop ce qui nous attend derrière, et c'est ça le risque, c'est de se dire que certes, il y a le droit qui progresse, et ce qui progresse suffisamment vite, parce qu'il faut peut-être reconnaître aussi que l'accord de Paris n'est peut-être pas suffisant pour que l'humanité soit à la hauteur des enjeux. Oui, pour qu'on parte de quelque part, on voit beaucoup écrit aujourd'hui sous la plume des auteurs que l'état de la planète n'a jamais été aussi dégradé que depuis qu'il y a autant de lois environnementales. Donc, a priori, on parlait de la fenêtre, on n'a pas encore identifié la bonne. C'est possible, on est en train de chercher. Objectivement, je ne sais pas si on peut dire que le droit, aujourd'hui, est outillé pour répondre à la crise climatique. Clairement, je ne pense pas. Il y a des textes. Ce qui est intéressant dans l'affaire du siècle, c'est que c'est la société civile et le juge qui s'emparent des textes existants et qui essayent justement de leur donner leur pleine effectivité. C'est en ça que c'est intéressant. Mais dans l'affaire de Paris, ou dans l'affaire du siècle, ou dans le contentieux de Grande-Synthe, le juge fait le constat que malgré les lois environnementales, aujourd'hui l'État ne respecte pas ses objectifs. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la société s'en est emparée. Donc on arrive de là où avant on était sur l'édiction de la norme, on arrive aujourd'hui à l'effectivité de la norme, puisqu'on va devant le juge et on demande son application concrète.
Et pour ça, il a fallu vraiment beaucoup d'étapes. Hein. La construction de cette norme, le fait de reconnaître son effectivité, le fait que la société civile s'en empare, etc., etc. Tout ça, ça a été beaucoup de travaux juridiques. Mais à ce jour, ce que constate le juge, c'est l'irrespect des obligations climatiques. Alors, comment on contraint l'État à respecter ses obligations climatiques? Oui, d'une certaine façon, en tout cas en France, de manière plus vaste au sein de l'Union européenne et à l'échelle de la planète, mais on a aussi quand même des angles morts en quelque sorte, parce que au niveau européen, on parle, vous parliez d'empreinte tout à l'heure, au niveau européen, on calcule que les émissions émises sur le territoire. Donc tout ce que vous générez via votre consommation en termes d'émissions importées, ça c'est pas du tout c'est pas pris en compte dans le cadre du dimensionnement des différents budgets carbone. Donc, ça me permet de nuancer un peu les propos qui ont été tenus par Tiphaine, parce que le Conseil d'État, dans l'affaire commune de Grande-Synthe, est pas venu à une réponse assez nuancée, dans le sens où il vient nous dire qu'à travers tout un tas de mesures qui ont été prises ces derniers temps par l'État français, celui-ci a fait la preuve, en tout cas manifeste une volonté d'être à la hauteur des enjeux et respecterait le budget carbone qui avait été alloué, en tout cas le second, parce que ce premier a été condamné, à mon avis. C'était ça le contentieux de Grande-Synthe. Voilà. Ça, c'est les suites du contentieux de Grande-Synthe. C'est ça. Mais par contre, il va falloir accélérer très sérieusement parce que les objectifs vont commencer à être beaucoup plus difficiles à atteindre dès le troisième budget carbone. Et là, il n'est pas sûr qu'on puisse bénéficier, excusez-moi du terme, mais de causes exogènes de type crise environnementale, crise énergétique ou crise de la Covid, qui ont sans doute contribué de manière assez importante à l'atteinte de ces objectifs. Ah oui, tu veux dire que le Covid a permis d'atteindre d'atténuer les émissions. Mais du coup, à défaut de trouver aujourd'hui ces pistes directement, c'est vrai que la science-fiction peut être une source d'inspiration. Ah, ça, c'est pour ça la prospective a l'intérêt de l'anticipation. Et je crois, Jean-Marc Kini, je crois avoir lu que vous avez été travailler pour le GIEC à un moment. Non, je n'ai pas travaillé pour le GIEC, j'ai travaillé avec des scientifiques du GIEC. Ah voilà, les scientifiques du GIEC. Voilà, que Valérie Masson-Delmotte, que j'avais rencontré, que je connaissais un peu, j'avais envoyé le scénario d'un de mes romans, dans le but qu'elle y jette un œil et puis qu'elle corrige si je racontais trop de conneries, puisqu'en plus ça se passait dans 3 siècles. Et sur 3 siècles, il n'y avait aucune donnée comment peut être le climat ou la Terre dans 3 siècles. Et donc Valérie, plutôt que de me renvoyer ses remarques et commentaires, m'a dit écoute, viens rencontrer mes collègues au LSCE, qui sont tous spécialistes de la Terre ou de l'océan, de l'air, de l'atmosphère, de la tectonique des plaques, de la glaciation, des climats passés, enfin toutes les sciences de la Terre, on va dire. Viens les rencontrer, puis tu vas parler avec eux, et puis voilà, ça te fera une image plus globale, quoi. Et en fait, j'ai passé une journée avec eux, une vingtaine de scientifiques qui ont lâché leurs travaux, puis qui ont joyeusement élucubré sur comment pourrait être la planète dans 3 siècles, selon les spécialités de chacun, quoi. Donc, moi, j'étais comme devant 20 Père Noël, quoi. Et je prenais des notes frénétiquement, et ça m'a donné le background un peu de mes romans les plus éloignés dans le temps, on va dire, sur lesquels je n'avais pas de documentation et sur lesquels je ne voulais pas non plus raconter trop de conneries non plus, quoi. Je voulais quand même rester réaliste, bien qu'ils m'ont tous dit ce qu'on te raconte là, évidemment, on ne le mettra jamais dans un rapport, on ne peut pas le divulguer parce que c'est pas prouvé scientifiquement, c'est pas des hypothèses plausibles, c'est pas des statistiques, c'est juste ce que nous on imagine que ça pourrait être, parce que les scientifiques ont de l'imagination, mais ils n'ont pas le droit de l'exprimer, en fait. C'est ça le problème. Quand ils bossent pour le GIEC, ils ne peuvent pas dire, voilà, dans 100 ans, la planète va être comme ça va être affreux, terrible, ou au contraire, ou je sais pas, où l'humanité aura disparu. Ils ne peuvent pas dire ça. Ils peuvent juste se baser sur les études présentes et puis
tenter d'extrapoler dans des limites politiquement correctes, on va dire. Et là, ben, ils se sont lâchés, donc voilà, c'était génial, quoi. Et est-ce que vous pensez que le droit peut s'inspirer en fait de nouvelles ou de romans de science-fiction pour réfléchir en fait aux lois avant qu'elles deviennent presque obligatoires, en fait, avant que le fait soit accompli et qu'il faille faire des lois et plutôt essayer d'anticiper en fait les futurs problèmes? Ouais, c'est une question compliquée. Effectivement, en tant que juriste, on a l'habitude de manier des textes, et puis il y a plusieurs types de juristes. Il y a ceux qui cherchent à les appliquer, et ceux qui cherchent à les concevoir. Mais il ne faut pas oublier que, faut savoir, à mon avis, hein, peut-être que Tiffany ne sera pas d'accord avec moi, mais savoir remettre le droit à sa place. Le droit, c'est quoi? Si on cherche à essayer de le définir, à un moment donné, on est obligé d'admettre, me semble-t-il, que le droit, c'est une sorte de reflet de valeurs, en tout cas des conséquences de certaines valeurs au sein de la société. C'est plus une réaction à un produit. Et donc c'est très très difficile, à mon sens, d'anticiper les évolutions à venir de la société. Pour autant, et c'est ça qui me semble intéressant, c'est que la science-fiction ou l'anticipation, par leur regard, viennent nous proposer une sorte d'expérience de pensée à partir d'une hypothèse de rupture vis-à-vis du réel, ou en tout cas de la conception qu'on en a, et s'efforce de dérouler le film de manière complètement, j'allais dire presque scientifique, et pour déboucher sur un résultat logique qui, à mon sens, est intéressant parce que pour le juriste, il nous amène à tenter de confronter nos différentes normes, nos différents systèmes, nos différentes catégories juridiques vis-à-vis de ce résultat-là. Et donc c'est tout ce qu'on, en droit, c'est ni plus ni moins que questionner le caractère suffisamment adapté des différentes classifications qu'on peut opérer pour pouvoir faire rentrer telle situation, tel fait social dans telle catégorie, pour pouvoir derrière lui associer un régime juridique applicable, et donc par cette parler d'hypothèse de rupture vis-à-vis du réel, ne serait-ce que le paramètre temps, vous changez le temps et on se projette à une échelle de 50, 100 ans, on peut se dire, est-ce qu'on a des cadres juridiques suffisamment souples et adaptés? Et ce qu'il ne faut pas, c'est ça qui est intéressant à mon avis, c'est que ce regard-là oblige le droit à adopter un regard suffisamment dynamique et évolutif, mais c'est quand même compliqué de le traduire rapidement en termes de droit positif, parce qu'encore une fois, je reviens à ce que je disais, c'est le récit d'une réalité sociale aujourd'hui qu'on essaye de traiter par le droit. Merci. Juste pour ajouter éventuellement un autre regard, je trouve que c'est une respiration incroyable pour le juriste, le roman de manière générale, ou la science-fiction en particulier, parce que nous, on n'a pas de laboratoire. Quand on veut tester le droit, on a notre tête, on a éventuellement l'histoire du droit, et si on veut tester justement des choses différentes, il faut bien qu'on les imagine et qu'on les mette en place dans une société, et dans une société fictionnelle, pourquoi pas. Enfin, et ce qui est hyper intéressant dans la science-fiction, on voit, moi je pense à Dune, ou même à Star Wars, voilà, il y a toujours le régime politique qui est décrit, le régime juridique et politique qui est décrit, et en fait c'est une société entière qu'on décrit. Dans une société entière, on peut commencer à envisager, c'est un système effectivement dynamique qu'on décrit dans le cadre de la science-fiction, dans lequel on peut imaginer des règles de droit, et on peut imaginer le droit qui s'applique dans ces sociétés-là. Donc effectivement, c'est riche pour la réflexion juridique. Je suis pas sûre si j'en remarque. Oui, j'avais juste une anecdote, enfin je ne sais pas si elle est pertinente, mais dans AQTL, il y a une question de droit qui se soulève à propos de la propriété de l'eau. Voilà. C'est plus de la science-fiction. On va rebondir sur Audrey César. Anouk, pardon, sur Anouk 4. Il y a une société américaine dont un satellite découvre une nappe phréatique sous un lac asséché au Burkina Faso. Donc, comme c'est son satellite qui l'a découvert, elle prétend que la nappe lui appartient.
Mais malheureusement, la découverte n'a pas été gardée secrète. Il y a eu une fuite, ça a été diffusé sur le web, et puis donc le Burkina est au courant qu'il a cette nappe et veut l'exploiter à son compte parce qu'il meurt de soif. Et donc, dans un premier temps, la multinationale qui possède les satellites envoie l'affaire devant le tribunal de commerce international pour faire valoir son bon droit en disant voilà, nous on veut exploiter la nappe parce qu'elle nous appartient, c'est nous qui l'avons découverte, selon le principe qu'un trésor découvert n'importe où appartient à son inventeur. Voilà. Et il s'avère qu'à ce moment-là, le tribunal de commerce international est présidé par un Sud-Coréen qui n'est pas très pro-américain et qui, du coup, contre toute attente et malgré tous les pots de vin et toutes les compromissions, attribue, donne raison au Burkina Faso en disant la nappe appartient à leur sous-sol, c'est leur ressource naturelle, donc voilà, ça leur appartient totalement. Donc, du coup, les États-Unis, n'ayant plus le droit, emploient la force, envoient la CIA, tentent de faire un coup d'État. Enfin, puis bon, après, c'est l'histoire continue, mais voilà, est-ce que c'est pertinent dans ce cadre-là? Ah ben là, c'est une question de droit. Est-ce que la ressource en eau est un trésor ou simplement une ressource du sous-sol, avec des régimes juridiques différents, mais on ne sait pas si dans cette société-là, le droit sera toujours le même, et appliqué au droit actuel, effectivement, il y a une vraie question de qualification juridique telle que je le présente là. Quelle est la nature de l'eau, en fait? Et justement, peut-être pour revenir à Nouakchott, parce que vous parliez, il n'y a pas de laboratoire en droit. En ce moment, ce qui se passe en Mayotte, on dit que c'est un laboratoire on est en train de renvoyer des réfugiés de Mayotte. Et on dit c'est peut-être ce qui va se passer plus tard en France avec des réfugiés climatiques, etc. Est-ce que toi, en Nouvelle-Calédonie, tu as l'impression que le droit environnemental qui s'applique en métropole, en France, fonctionne en fait dans les autochtones qui sont plus éloignés, qui peut-être sont davantage soumis à la crise environnementale et donc qui font peut-être malheureusement office de laboratoire en fait du droit. Pour moi, je vais élargir un peu par rapport à la réponse, désolée, mais ça revient à la pensée qui me traverse depuis qu'on a commencé. C'est que j'ai l'impression que depuis le début de la conférence, finalement, on est sur une logique assez pyramidale où ça va être des élites et des têtes qui vont résoudre le problème. Et souvent, c'est pas finalement les plus concernés par la question qu'on place au cœur des possibilités de solutions. Parce que typiquement dans le Pacifique, les nations du Pacifique en fait sont organisées en congrès et en une sorte de coalition pour le climat depuis un bon moment. Maintenant, j'ai plus vraiment les dates exactes et vont faire des démarches pour parler des menaces qui pèsent en fait sur le Pacifique, où toute une partie des îles, pas la Nouvelle-Calédonie qui est une île très haute avec des montagnes, mais une partie des atolls coralliens notamment, comme les Kiribati, sont menacés typiquement par la montée des eaux ou par le réchauffement climatique de façon très immédiate, très concrète, c'est-à-dire qu'elles vont purement et simplement disparaître. Mais ces îles sont des nations mineures qui ne sont pas du tout au cœur des processus internationaux. Et c'est un peu finalement la reproduction à l'échelle typiquement de la France ou de l'Europe, ça va toujours être essayer de mettre entre les mains d'élites, de dirigeants, la nécessité de trouver une solution, en fait, comme si en tant que peuple ou en tant qu'habitant d'une planète, on va se déposséder de notre pouvoir pour le mettre entre les mains de sortes de parents qui vont être l'État, le droit ou la justice internationale, en leur disant trouver une solution, sauvez-nous, alors que peut-être que c'est aussi à chacun de nous de ne pas agir comme si on était juste des enfants impuissants qui avons besoin d'être sauvés et d'espérer que ce soit la tête qui par elle-même, alors qu'elle n'est pas concernée en général, elle n'est pas. Nos dirigeants ne sont pas vraiment menacés, en premier en tout cas par la crise climatique. Ça va être certainement les derniers à en mourir, et de leur dire c'est vraiment à vous de nous sauver.
Et ben voilà, peut-être déjà que la première crise à régler, c'est celle de nos démocraties, où finalement le peuple qui, voilà, avec l'affaire du siècle, on l'a vu, est vraiment préoccupé par ces questions environnementales et finalement dépossédé par l'État de ce qui le concerne. Il n'y a pas finalement la latitude pour faire ce qu'il souhaite voir faire. Et d'un autre côté, voilà, peut-être que le rôle aussi de l'art, ça va être à l'échelle mondiale, faire ressentir ce lien émotionnel avec la nature pour avoir l'aspiration collective de la sauver. Et en Océanie, dans le Pacifique, le contact de la nature est peut-être plus présent, plus immédiat, et ces préoccupations sont très vivaces. Mais pour l'instant, je trouve qu'il y a une dépossession peut-être de ce pouvoir. Je suis tout à fait d'accord. Oui, je suis tout à fait d'accord. Oui. D'où peut-être l'incitation à la désobéissance civile des militants écologistes actuels, quoi, qui se rendent compte que d'agir dans le cadre du droit ou de la loi, ça suffit pas, quoi, parce qu'on les écoute pas. Donc il faut qu'ils aillent vers l'illégalité quasiment pour se faire entendre, et puis ça ne peut que s'accentuer. Moi je vois une résistance qui va être un ferment révolutionnaire presque, hein, mais ça va pas être mai 68, ça va être un peu plus anxiogène, parce que les jeunes actuels, c'est leur survie qui est en jeu, en fait. C'est leur avenir, leur survie. Du moins, un minimum de confort pour leur avenir. Sinon, leur survie à long terme, effectivement. C'est hyper intéressant. Je ne sais pas par où prendre le début de la réponse, de ce que ça peut m'évoquer. Moi, ce que j'entends là, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, en tant que citoyen, on se demande, est-ce que ma participation à la cause climatique, je la mets dans le droit? Est-ce qu'elle passera par le droit ou est-ce qu'elle passera contre le droit? Et bon, après, ça pose des tonnes de questions intéressantes, parce que quand tu disais tout à l'heure, le droit vient des élites, dans une société démocratique, le droit est rendu en notre nom. N'importe quel jugement de divorce, aujourd'hui, est rendu au nom du peuple français. Le droit tel qu'il émane du Parlement est normalement le droit du peuple français. Donc c'est vrai que c'est le normalement. Voilà. Non, mais on est d'accord. Mais c'est normalement un moyen d'action qu'on a collectivement. En plus d'une société qui est construite autour d'un système de contre-pouvoir, il y a effectivement le droit et son application. La personne chargée d'édicter la norme devant être différente de la personne chargée de l'appliquer, et donc du juge. Et donc effectivement, quand on n'arrive pas à avoir des applications réglementaires des normes, etc., on peut aller devant le juge, et les citoyens s'en sont emparés, puisqu'il y a eu les contentieux climatiques. Et puis après, effectivement, il y a la position où on dit finalement, c'est pas par le droit est identifié au pouvoir public. Et ce sera contre le pouvoir public, les pouvoirs publics et leurs droits que va se faire la cause environnementale à travers si aujourd'hui tout le débat sur l'écoterrorisme, qui est un terme qui me plaît absolument pas. Mais voilà. Et après, l'autre réflexion que ça m'amène à avoir, c'est que je pense effectivement que la cause climatique va mettre à mal le droit, elle va mettre à mal ses fondements. Elle va mettre à mal sa légitimité, ce que tu es déjà en train d'évoquer. Elle va mettre à mal sa légitimité dans le sens que tu évoques là. Le droit va pas assez loin, mais elle va mettre à mal sa légitimité aussi quand le droit, au contraire, va venir mettre des contraintes pour cause climatique. Et on l'a vu aussi avec les gilets jaunes, avec toutes les questions peut-être sur l'énergie, en envisageant une taxation sur l'énergie, une taxation sur les voitures, une interdiction de circulation des véhicules, etc. De toute façon, cette crise climatique va crisper la situation et va réinterroger la légitimité du droit et la légitimité de ceux qui le font. Et ce qui est intéressant dans les réflexions qu'on a aujourd'hui, on en est au balbutiement, mais c'est vrai que moi, l'une des choses qui m'est apparue quand j'ai commencé à travailler sur ces sujets, je me suis dit la démocratie ne tiendra pas, résistera pas à la vague de la catastrophe climatique et environnementale, puisque si je veux faire quelque chose de très résumé, après Pierre me contredira, mais si on résume le mécanisme du droit public
celui qui s'intéresse à la réglementation environnementale, l'idée c'est on a tous des libertés économiques, des libertés individuelles, un droit de propriété, etc. Et pour conjuguer les différents intérêts en présence, le droit va venir limiter ces libertés, ce droit de propriété, etc. Et plus l'intérêt général à le limiter est important, plus le droit va le limiter. C'est ce qu'on a vu avec le Covid. Tout à coup, on avait tous la liberté de circuler, d'aller et venir, et puis tout à coup, intérêt général sanitaire important, voilà, tout le monde a été calfeutré, la liberté a disparu en un clin d'œil, et on a tous été privés de liberté pendant très longtemps, ce qui est quelque chose d'assez inimaginable dans le système de droit qu'on a. Donc, on peut imaginer, effectivement, qu'au fur et à mesure de l'aggravation de la crise climatique et environnementale, le droit va se durcir. Et donc, quelle sera sa légitimité aujourd'hui dans l'organisation démocratique qu'on a? Est-ce qu'on arrivera à tenir avec un droit de plus en plus dur? Est-ce que quand on interdira à des enfants de faire des enfants, je serai encore pour ce droit-là? C'est là où je voulais en venir aussi à cette idée de mettre les solutions sur les mains d'une élite au sommet de la pyramide. C'est que pour moi, il y a quand même des grandes chances, et c'est un peu ce que tu dis, que ça mène à une forme d'écologie punitive, où ça va passer systématiquement par l'application de contraintes. Typiquement, le premier réflexe, c'est que quand il y a un problème, quand il y a quelque chose à réguler, c'est qu'on va mettre une taxe. Et du coup, la taxe, c'est le droit pour les riches de polluer, mais pas pour les pauvres. On en revient toujours un peu là. Donc, des solutions qui arrivent par le haut et qui, du coup, favorisent le haut et neutralisent la masse, alors qu'on pourrait imaginer des solutions qui arrivent du bas, qui sont plus collectives et plus justes d'une certaine façon, ou en tout cas plus positives, et qui peut-être aussi se reposent sur l'innovation, justement sur l'imagination, sur le pouvoir créateur que va avoir la société, la civilisation, dans une nouvelle dynamique. Oui, c'est tout le travail de la prospective et c'est tout l'intérêt de l'apport de la science-fiction, simplement de la prospective au droit actuellement. On fait de la prospective, alors, on travaille à l'ADEME, on fait de la prospective juridique à l'ADEME, et on travaille un petit peu sur le droit qui accompagnera les scénarios 2050 qui sont élaborés par l'ADEME. Et on commence à élaborer des premières réflexions sur quel devrait être le service public d'un droit contraint. C'est effectivement des réflexions, et ce sont des réflexions essentielles qui nous amènent assez vite à réinterroger essentiellement une notion, celle de propriété, une deuxième notion, celle de personnalité juridique, je pense qu'on en parlera. Avant de rebondir directement sur tes derniers propos, peut-être quand même, parce que là on est en train de dépeindre un tableau assez peu relisant vis-à-vis du système juridique actuel, en tout cas c'est l'impression que ça donne. Quand même, faut quand même rappeler qu'il y a un certain nombre de choses qui sont faites et qui vont être faites dans le cadre de nos sociétés. Ça va dans le bon sens. Le problème, c'est qu'on parle assez loin et on n'ira sans doute pas à la vitesse suffisante pour être à la hauteur des enjeux. Alors, ce que je cherchais à dire, c'est au-delà du système juridique, en tout cas des normes juridiques auxquelles on est confronté aujourd'hui ou qui nous accompagnent nécessairement vers ce besoin de transition, il y a l'idée, je sais pas de film, il y a l'idée derrière, vous parlez de valeurs, que notre système juridique, à mon avis, il traduit un paradigme, on en parlait tout à l'heure, un paradigme sous-jacent, matriciel, qui est la recherche d'une croissance infinie. Ça a été dit en introduction, on est aujourd'hui, on parlait de crise de l'imaginaire. La crise de l'imaginaire, si on peut parler comme ça, parce que je ne suis pas sûr que ce soit une crise de l'imaginaire, peut-être une crise de l'imaginaire collectif, au sens où on a des difficultés à trouver un consensus, mais il y a un certain nombre de discours qui existent depuis longtemps, qui proposent d'autres solutions, mais ce qu'on peut dire, c'est depuis peut-être la publication du rapport Meadows en 72, on a pris conscience trop lentement de ce qu'il existe une certaine finitude du monde et qui vient télescoper l'image sur laquelle nos sociétés modernes se sont construites à coup d'échanges de matières, de ressources
marchande et qui sont complètement et qui est une approche assez délétère et qui remet en cause aujourd'hui l'habilité même du monde. Et c'est à cet endroit-là, me semble-t-il, si on considère que le système juridique dans lequel on vit actuellement n'est pas suffisant pour répondre à la hauteur des enjeux, c'est plus sur les valeurs matricielles qu'il faut travailler. Et à ce titre-là, je pense qu'il y a peut-être d'autres discours qui sont tout à fait envisageables, qui existent déjà, qui mériteraient peut-être d'être davantage audibles pour qu'on puisse faire consensus et créer un droit plus respectueux de l'environnement, peut-être de la nature, même si cette notion-là aussi est critiquable. Et des personnes, en l'occurrence, parce que il y a aussi cette... Au sens large. Voilà. Oui, donc on a aussi vu en ce moment certains juristes militent pour une création de droit de la nature plutôt que de droit de l'environnement. La nature comprend, je crois que j'avais fait justement une petite il y a une rivière qui est considérée comme personne morale au Canada, je crois. Donc les droits de la nature ou droits de la terre seraient un ensemble de règles et principes visant à protéger les entités de la biosphère telles qu'une rivière ou une montagne, en les reconnaissant comme personnes ou êtres vivants dotés de droits propres au titre de leur valeur intrinsèque. Donc ça serait transférer les droits aux personnes, aux droits aux autres êtres vivants. C'est tout à fait ça. C'est une question à laquelle il faudra arrêter de considérer ce qui est non humain comme un objet à travers ses utilités, mais le reconnaître plutôt comme sujet de droit. Mais ce discours-là, je contestais l'idée qu'il y avait une crise de l'imaginaire par rapport à ça. C'est pas une notion tout à fait nouvelle. On parlait de 1972 avec la publication du rapport Meadows. En 1972, aux États-Unis, il y a un juriste qui s'appelait Christopher, j'ai oublié son nom, qui a publié un article dans lequel il s'interrogeait, faut-il reconnaître aux arbres le droit la possibilité de plaider? Et il se demande, une sorte d'expérience de pensée, ce que ça permettrait, ce que ça aurait comme conséquence en termes juridiques. Et il utilise à cette occasion-là un cas bien connu qui est pendant dans la cour américaine, qui est le projet de construction d'un parc Disneyland, un parc de ski, au sein je ne sais plus dans quelle région ça se passe, mais c'est sur un site qui présente une certaine biodiversité, un intérêt écologique particulier, et il essaye de convaincre sur le fait qu'on pourrait tout à fait attribuer à des tuteurs la possibilité de plaider au nom des éléments naturels. Et ce sera un écho assez intéressant parce que dans la décision qui sera rendue par la Cour, l'association qui contestait, qui s'opposait à la réalisation de ce projet-là viendra refuser l'intérêt à agir de l'association, mais il y aura un juge qui rendra une opinion dissidente. Alors, on pourrait refaire toute l'histoire de la pensée des droits de la nature. On a des courants philosophiques. On peut penser, il y a un philosophe norvégien qui est assez méconnu en France, qui est à l'origine de la notion d'écologie profonde, qui a pas mal travaillé sur ce sujet-là. On a aussi juridiquement, y compris en France, des personnes comme Valérie Cabanès qui ont pu, mais même avant elle, il y avait Marie-Angèle Hermite également sur la biodiversité, qui dès 1987 proposait ce type d'approche pour qu'on puisse mieux défendre les droits de la nature. Ça existe en Nouvelle-Calédonie. Ça fait penser aussi à une sorte de roman-essai qui était sorti, je crois, dans les années 90 ou début 2000, qui s'appelle Homo Disparitus, où l'auteur imagine si tout d'un coup toute l'humanité disparaissait, justement comment la nature reprend ses droits. Et il dit, en toit d'une maison, ça met 130 ans, enfin plein d'années avant de s'effriter.
on peut imaginer que les oiseaux vont nicher là, que ça va servir à ça, les routes, ça va mettre tant d'années avant de disparaître, etc., etc. Et donc il explique exactement ce qui peut se passer. Là, on se rend compte de l'activité humaine, en fait, vraiment sur la faune, la flore. Et on est presque, même si on est humain, quand on lit ce livre, on a presque envie de disparaître, en fait, et de laisser la nature reprendre ses droits, alors qu'on fait partie de la nature. Pas peine d'aller jusque-là. Mais oui, effectivement, c'est hyper intéressant. J'avais pas du tout eu vent de cette approche effectivement, du droit de la nature qui est vraiment hyper intéressante. Et en fait, finalement, ça m'évoque beaucoup la situation en Nouvelle-Calédonie, où il y a, du coup, en Calédonie, il y a deux systèmes juridiques qui coalisent. Il y a le droit français, donc civil, et le droit coutumier kanak, qui a été reconnu comme légitime par le droit français dans le cadre de cet espace, et du coup prend en considération le rapport kanak à la nature, où l'homme fait partie de la nature, et la nature est aussi le siège d'esprit, d'ancêtres, de pensée, et du coup un tiers quasiment de la Nouvelle-Calédonie a le statut de terre coutumière, qui ne peuvent donc pas être exploitées, cédées, vendues. C'est les 4 I, incommuables, incessibles, je ne me rappelle plus exactement. Et donc, ce statut de terre sacrée, donc non exploitable, où vivent les clans kanaks, se heurte à des réalités politiques, écologiques, économiques, politiques, typiquement dans le cas de l'exploitation du nickel en Calédonie. C'est un des principaux gisements de nickel mondial. Et donc, dans ce cas-là, finalement, c'est les assesseurs kanaks, donc les représentants des clans kanaks, les chefs kanaks, qui se font finalement, d'une certaine façon, la voix et les plaideurs de la nature, vu qu'ils parlent avec la connaissance des esprits de la nature. Et du coup, c'est intéressant de voir comme la société moderne, entre guillemets, revient à des logiques instinctives de l'homme. On le fera plein de fois. Tant que l'homme n'aura pas réellement disparu, on reviendra tellement de fois en arrière pour recommencer. Mais c'est intéressant ce que tu viens de dire en conclusion, parce que, alors, jusque-là, ça se passait très bien, cette table ronde. Là, je viens que moi, je suis peut-être pas aussi enthousiaste sur le fait de personnifier la nature en droit. Bon, c'est un peu histoire de nourrir le débat autour de cette table, mais si symboliquement je trouve que c'est intéressant en France, parce que dans d'autres systèmes juridiques avec justement d'autres conceptions et notamment d'autres origines religieuses, je le comprends mieux. Mais en France, je suis pas si persuadée que ça. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est il y a un chef kanak qui, parce qu'il a une voix qui vient de la religion, quelque part qui a un rapport religieux, il est capable de s'exprimer au nom de cette nature. Et ce qui est assez intéressant, et là où on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais on aurait pu en parler dans les rapports entre la fiction et le droit c'est beaucoup de fiction. La plupart des figures juridiques, c'est des recours de fiction, on a recours à des figures de fiction, on parle de la personnalité morale par exemple, donc là on parle de celle des fleuves, mais les sociétés sont des personnes morales, le droit se nourrit de beaucoup de fiction. Et parmi ces fictions-là, si on veut donner la personnalité morale à un fleuve, à une forêt, etc., il va bien falloir un moment qu'elle puisse exprimer sa voix. Mais aujourd'hui, on a quoi pour faire exprimer sa voix? On aura le truchement d'associations, on aura le truchement effectivement de représentants. Ce qui existe déjà dans les cadres juridiques actuels, on a déjà ces représentants-là. Et là, moi, j'ai regardé j'aime beaucoup les travaux de Valérie Cabanès parce qu'elle explore cette voie-là et on explore plein d'autres parallèles. Et l'intérêt que ça a, c'est de faire péter les carcans, de montrer que plein d'autres choses sont possibles, qu'il n'y a rien d'immuable dans les systèmes juridiques et accessoirement donner plein d'autres idées qui peuvent déboucher sur des choses intéressantes. Et donc, j'adore les travaux de Valérie Cabanès. Je me suis beaucoup intéressée à ça et elle est très favorable à la reconnaissance de la personnalité morale des fleuves et des éléments de la nature. Mais du coup, il y a une expérience grandeur nature avec le Parlement de la Loire aujourd'hui. Et donc, j'ai regardé les films du Parlement de la Loire. Et donc, il y a une association
Donc c'est des associations d'usagers. Donc l'idée de donner la personnalité morale, c'est qu'on ne va pas travailler que sur l'intérêt commun de ces usagers. Ça, c'est d'autres figures, des figures comme les réflexions aujourd'hui sur les biens communs, qui est une réflexion extrêmement intéressante, qui parle de séparer les usages tout en préservant le bien qui appuie ces usages. Dans le cadre de la personnalité morale des éléments de la nature, ils essayent, dans cette association du Parlement de la loi, de trouver la voie. Donc c'est pas eux qui sont pêcheurs, qui sont amoureux de la nature, c'est pas leur voie à eux, c'est pas l'usage qui est voie de la loi. Il faut qu'ils trouvent la voie de la loi pour savoir ce qu'elle veut, puisqu'elle a des droits et des devoirs, puisque c'est une personne morale. Donc, et nous, par contre, on n'a pas le truchement de la religion pour trouver ce qu'elle veut, la loi. Et si elle nous disait, mais foutez-moi la paix, retirez-moi ces pécheurs, en vrai, on ne sait pas ce qu'elle veut, la loi. Et donc, c'est en ça que, oui, c'est intéressant d'ouvrir cette porte pour les réflexions. C'est intéressant de faire des liens avec ce qui se passe dans les pays de droit coutumier, où il y a ce lien déjà essentiel à la nature. Ça existe en Inde aussi, où ils ont vérifié les fleuves. Enfin, il y a plein d'autres cas de figure où ça existe et où ça a du sens parce que c'est un appui religieux. Et nous, on fait comment pour trouver la voie de la loi? Non, si, je suis d'accord avec ce que tu viens d'exprimer. Pour autant, est-ce qu'en n'accordant pas des droits, des éléments naturels, des écosystèmes, on ne permettrait pas d'offrir au juge, en tout cas d'encadrer sa liberté d'interprétation pour pouvoir rééquilibrer les enjeux? Parce qu'on sait très bien que quand le juge est confronté à deux règles, deux intérêts qui se télescopent, il va avoir tendance à privilégier la règle qui est la plus précise. Et donc, dans la mesure où ils sont toujours dans une démarche avantage-risque, à partir du moment où vous supprimez les écosystèmes qui offrent des services écosystémiques importants, mais vous contrebalancez ça par la construction d'un complexe hospitalier, par exemple, eh bien, il y a des chances que malheureusement la nature soit sacrifiée. Donc c'est pour ça que je suis d'accord avec ce que tu dis par rapport aux traditions et aux personnes qui sont capables d'entendre le langage de la nature et de le traduire devant le prétoire, chose qu'on n'est peut-être pas capable de faire dans le cadre de nos cultures. Pour autant, je pense qu'en termes de technique juridique, il y a quelque chose ici à explorer. Et puis si on rentre également dans la technique même du procès, en termes de droit de la preuve, ça permettrait de renverser, si tu veux, la charge de la preuve. Autrement dit, ce serait plus aux industriels, aux porteurs de projets de faire la preuve qu'il n'y a pas de détérioration trop importante de la nature, plutôt que la société civile ou les individus qui justement ont un intérêt de chercher à prouver cette attente. Je trouve ça intéressant parce que justement, comment on pourrait établir ça? L'exemple est très bien choisi, par exemple, de sacrifier une zone humide avec une riche biodiversité bien établie au bord d'un fleuve pour construire un complexe hospitalier qui va faire 150 hectares. Qu'est-ce qu'on va compter, en fait? On va compter combien l'hôpital va sauver de vie, peut-être. Ça va être un élément du côté juridique. Mais est-ce qu'on va compter combien la zone humide préservée, elle, va épargner de maladies, de gens qui n'iront peut-être pas à l'hôpital parce qu'ils auront un coin de nature, parce qu'ils seront moins stressés, parce que la zone sera moins polluée. Et est-ce que les milliers de formes de vie qui peuplent cette zone humide, par exemple, valent moins que les centaines ou milliers même d'êtres humains qui vont être soignés dans cet hôpital? Et est-ce que cet hôpital, finalement, est tellement nécessaire ici? Est-ce qu'on ne pourrait pas l'implanter à un endroit plus approprié? Voilà, il y a des tas de questions comme ça. Et je pense que la vie elle-même n'est pas assez prise en compte. On parle de vie humaine, on place la vie humaine au-dessus de tout, et on est prêt à sacrifier la vie de milliers de grenouilles, hérons, castors, blaireaux, etc., pour sauver quelques vies humaines. Moi, je trouve là, c'est pas équitable, en fait. C'est pas équitable. Surtout, est-ce qu'on doit le faire comme ça? Est-ce qu'on peut pas justement
Parce qu'on a aussi, voilà, dans une échelle de tout centraliser, faire des énormes complexes, est-ce que c'est pas aussi faire de penser à une nouvelle d'Angelica Borodischer dans Calme impérial pour revenir justement à cette question de la fiction, l'écologie, où elle imagine, donc Caparbella, c'est l'histoire d'un empire sur des milliers d'années, et à un moment, une impératrice décide d'interdire tous les véhicules trop rapides, et donc tous les grands hôpitaux disparaissent, toutes les grandes structures disparaissent, et on revient à un maillage local où il va y avoir partout des petits hôpitaux très locaux qui vont soigner les gens et du coup très bien les connaître à cet endroit-là, et tout finalement un remaillage qui se crée. C'est aussi finalement souvent on envisage des logiques dans notre système qui vont du coup être descriptives sans envisager qu'on peut peut-être aussi changer le système. Tout à fait. Et alors ce que je voulais dire, c'est que il y a plein d'outils juridiques, la personnalité, mais de toute façon, elle ne pourra pas être reconnue à tous les éléments, hein. Même dans les pays de droit coutumier, elle est reconnue pour des grands fleuves. Là, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un exemple d'utilisation dans une procédure? Il y en a plusieurs. Alors, en procédure, je crois qu'en Équateur. Ah oui, en France. En France, non. Il y a des initiatives vis-à-vis des fleuves. En Corse, du côté de Perpignan, la Loire, comme tu en as parlé, mais pour le moment, non. Mais pas de reconnaissance, parce que par exemple, on pourrait penser à la forêt amazonienne, qui se prêterait à la reconnaissance d'une personnalité juridique, etc., mais on ne pourrait pas reconnaître la personnalité juridique de chaque zone, qui pourtant, la biodiversité commune, parce que le droit a évolué là-dessus aussi, pendant très longtemps, le droit a protégé la nature exceptionnelle. Aujourd'hui, le droit est passé, parce que évidemment, hein, c'est pas un cours de droit aujourd'hui, mais le droit a énormément évolué quand même. Ce qu'on pressent aujourd'hui dans le cercle de discussion juridique, c'est qu'il va falloir passer à autre chose pour arriver à faire face à toutes ces problématiques. Et une des questions que tu envisageais de poser, je crois, maintenant, c'est de dire quelles sont les actions juridiques à faible coût, faciles à mettre en œuvre. Celles-ci ne sont pas forcément faciles à mettre en œuvre, mais elles sont moins difficiles que de révolutionner tout le système. Il y a plein d'autres manières de protéger la biodiversité que de reconnaître la personnalité juridique. Hein. Et donc le droit a évolué là-dessus. Aujourd'hui, il reconnaît aussi la valeur de la biodiversité ordinaire, c'est-à-dire vraiment les valeurs des écosystèmes. Donc le droit travaille sur ces choses-là, mais tu en as parlé, il y a un système d'interdiction. On peut aussi interdire une zone avec une biodiversité riche, on peut interdire de construire dessus. Ça existe. Alors ça, pour le coup, le droit regorge, surtout en France, de protection patrimoniale, c'est assez intéressant, dans le sens patrimoine à transmettre. Donc on veut protéger un espace, et donc ça, c'est tout le droit de l'urbanisme, c'est tout le droit de la protection des sites, c'est tout le droit des espèces, c'est tout le droit de... voilà, il y a plein de zones protégées et d'espèces protégées en France qu'on interdit de détruire. Et partant de ça, tu as une multitude d'outils juridiques qui vont te permettre de protéger cette zone. Et quand on a écarté toutes les interdictions réglementaires, on a un mécanisme du droit qui est en l'occurrence pour la construction d'un hôpital ou d'une route, qui va arriver au bilan coût-avantage. Et c'est là que c'est intéressant le raisonnement. Parce que à la fin, si on a le droit de construire à cet endroit-là, pour justifier, il va falloir obtenir une autorisation administrative qui s'appelle une déclaration d'utilité publique. Et pour obtenir une déclaration d'utilité publique, il va falloir faire un bilan coût-avantage. Et ce bilan coût-avantage va mettre d'un côté les attentes à tous les intérêts possibles et imaginables, et de l'autre côté l'intérêt du projet. Et aujourd'hui, effectivement, ce dont on se rend compte, c'est qu'on survalorise les intérêts économiques des projets par rapport aux intérêts environnementaux. Et c'est exactement là aujourd'hui ce qui est en cours de discussion sur les projets comme les autoroutes, qu'on considère comme étant surdimensionnés, c'est que dans ce bilan coût-avantage, il va y avoir une tendance à dire on va aller plus vite, c'est beaucoup, ça ramène beaucoup de points. On va ramener beaucoup d'argent, ça ramène aussi beaucoup de points, etc. Il y aura tant de hérissons morts, moins de points. Effectivement, et donc l'une des questions, c'est les outils juridiques, ils existent déjà. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas simplement les relire ou dans ces outils économiques de bilan qu'on utilise dans le cadre des procédures administratives, est-ce qu'on ne doit pas donner plus de valeur aux éléments de la nature? Mais là, derrière tous ces bilans, toutes ces lois, etc., tous ces budgets, en fait, il y a des personnes. Et peut-être que justement, c'est pas l'art et la littérature qui peut créer de l'empathie et éduquer, en fait, ces personnes à peut-être voir que les héros sont morts, donc finalement être peut-être supérieurs au fait d'aller vite.
Il nous reste juste 5 minutes. Quand on parlait de l'évolution du droit, est-ce qu'on peut parler aussi de l'évolution de l'anticipation climatique dans les romans, par exemple? Est-ce que, Jean-Marc, tu écris, je crois, d'anticipation climatique depuis une vingtaine d'années. Est-ce que tu sens une évolution dans les scénarios que tu choisis, que tu écris? Ah oui, très nettement, oui, j'ai senti une très nette évolution et surtout une très nette accélération. Je me rends compte que mes plus anciens romans, la Aquatherme, je le situe en 2030, mais ce qui est décrit dedans, c'est en train de se passer maintenant. Alliance, j'ai avancé le temps que ça se passe au moins une trentaine d'années. Et bon, après c'est l'avenir lointain, donc là on peut pas trop savoir. Mais oui, il y a une accélération, une amplification et qui va malheureusement actuellement dans le sens du pire, quoi. Moi je sens que de toute façon l'effondrement de ce système-là est inévitable, qu'on va le connaître de notre vivant, ça c'est sûr. Enfin, peut-être pas moi avec un peu de chance, mais vous en tout cas, tous les plus jeunes. Parce qu'il est juste pas viable, et qu'il commence à se fissurer de toutes parts. Alors après, dans le roman, je commence à constater, dans les romans climatiques en tout cas, une évolution vers comment va être le monde d'après, quoi. À réfléchir un peu plus d'une façon. Moi, j'ai eu ma phase anxiogène avec Exode, c'est le roman le plus flippant que j'ai écrit. Parce qu'il parle de l'effondrement et puis de la survie et puis sur une planète très hostile. Et maintenant qu'on est face à la catastrophe, je veux dire, qui est en train de nous tomber dessus, on ne craint plus la catastrophe parce qu'elle nous arrive. Enfin, moi, c'est mon cas en tout cas. Je la crains plus parce qu'elle est en train d'arriver. Maintenant, je m'interroge sur l'après, quoi. Est-ce qu'on va être dans un long Moyen-Âge, un âge ténébreux, de hordes tribales qui vont se faire la guerre, etc. Ou est-ce qu'on va bâtir une société plus résiliente qu'on sait déjà, on connaît les clés, les solutions, on sait comment la société pourrait être beaucoup plus équitable, juste, harmonieuse, en phase avec la nature, etc. On sait la construire, cette société-là. Simplement, on a une énorme résistance des lobbies industriels et de ce capitalisme moribond et mortifère qui s'accroche à ces valeurs comme la moule au rocher et qui va rien lâcher jusqu'à ce que le rocher tombe, quoi. Donc voilà, c'est là où le bas blesse et où la violence va s'instaurer, en fait. Ça va être dans la résistance de ce vieux système. Moi, ça me fait penser à la chute de la royauté, d'une certaine façon, quoi, qui est année 1789. Bon, 1789, ça a été la fin de la royauté, mais ça a été des années hyper violentes après. Et ça n'a pas forcément amené un régime meilleur par la suite, d'ailleurs, parce qu'on a eu Napoléon au final. Donc, mais voilà, donc là, on va vers une espèce de 1789, en fait, où on est face à un régime quelque part royal ou féodal, de multicorporations et de pouvoir au service des méga-entreprises qui va s'agir d'abattre, puisqu'il faut les abattre, c'est eux les prédateurs ultimes, et ils vont pas se laisser faire, donc ça va être quelque part violent, mais d'un autre côté, on connaît, on sait comment instaurer la nouvelle société, on sait comment l'établir et on a les clés pour ça. On a les clés, mais elles sont juste voilà, tout à fait à l'encontre des valeurs du système actuel, quoi, qui croit encore que la croissance peut être infinie. Hein. C'est comme si on croyait que la Terre était plate, quoi. Il y en a beaucoup. Sur la question de la violence, si jamais vous êtes intéressé, je vous enjoins à lire les travaux du chercheur Andreas Mann, qui parle de la légitimité de la violence. Comment ça voter un pipi? Voilà. Et qui explique que l'État est violent, et donc
comment on peut réagir à ça. Et des problèmes aussi, bien sûr, qui sont liés au recours de la violence. Tiffany Rich, tu avais l'air de vouloir rajouter un commentaire? Non, c'est plein de choses à dire. Et sinon, Anouk Fort, sur la même question, donc comme tu es artiste plasticienne, et je suis allée voir donc, tes gravures, etc. Donc on voit vraiment c'est toujours des troncs, des arbres, enfin c'est très... toute la nature, elle prend l'entièreté en fait de ton travail. Est-ce que tu es passé à l'écriture pour un autre moyen de t'exprimer, peut-être plus directement par les mots plutôt que par le dessin? Est-ce que c'est aussi une évolution finalement de ton travail? Non, pas vraiment. Enfin, je vois pas comment forcément raccrocher les wagons par rapport à ces questions, mais du coup, je vais un peu écarter mon roman, du coup, La Cité diaphane, qui est pas vraiment dans ces problématiques-là, mais on va dire le cœur de mon travail, c'est effectivement un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire voilà, être dans un rapport purement émotionnel à la nature et du coup essayer, pour moi, ma vocation en tant qu'artiste, ça va être d'essayer de susciter du lien émotionnel entre la nature et l'humain et du coup vraiment valoriser ce rapport sacré à la nature et voilà, moi ce que je ressens de faire en tant qu'artiste, c'est ça, donc c'est plus, on va dire, la forme de militantisme par rapport à la nature en tant qu'artiste, c'est ça, c'est vraiment créer ce lien profond, ou recréer, parce qu'il n'aurait jamais dû être glissé, on fait partie de la nature en fait. Et l'écriture, je sais pas, pour moi finalement le dessin est presque plus direct que l'écriture en fait, parce que ça suscite des images immédiates, c'est vraiment un rapport frontal à l'organicité, aux choses. Et oui, peut-être, juste pour revenir rapidement sur la littérature, c'est vrai que souvent en science-fiction, et je pense que c'est la nature de l'homme, on a tendance à être pessimiste et à toujours imaginer très facilement le pire, et les choses, les lendemains qui chantent nous paraissent toujours improbables et complètement farfelus. Et peut-être que c'est aussi une piste de travail, on va dire, pour la suite, écrire plus d'utopie, imaginer justement par rapport à toutes ces solutions qui existent déjà, qui ne sont pas mises en application encore, comment ça pourrait être finalement fabuleux par la suite, et aussi voilà, en créant ces œuvres, l'injecter comme une possibilité, une probabilité du réel, et pas finalement tout le temps rabâcher aux gens que le pire est la seule probabilité, parce que voilà, on est souvent dans ces rapports aux œuvres d'anticipation comme 1984, de dire oh là, qu'est-ce qu'ils ont été prophétiques quand même, et finalement est-ce qu'on n'a pas aussi, en écrivant ces œuvres, rendu probable le pire en l'inscrivant dans un imaginaire collectif? Est-ce qu'on ne peut pas faire le travail inverse? Évidemment, c'est assez limite, ça reste que des œuvres de fiction. Comme une sorte de prophétie autoréalisatrice. Je crois que ce besoin de l'humanité de décrire le pire, c'est dans nos gènes, parce que j'avais lu un entretien d'un psychologue qui disait qu'on a un instinct de survie. Donc, on imagine le pire pour pouvoir y faire face et nous permettre de nous adapter. Oui, puis bon, il y a aussi le fait que c'est beaucoup plus fun d'écrire une dystopie bien craignos et tout, parce que ça promet plein d'aventures, qu'une utopie où tout le monde s'aime bien et qu'on risque de tomber dans le bisounours, quoi. Donc ça c'est le propre de l'écrivain, pour qu'il y ait une aventure, il faut qu'il y ait quelque chose qui aille pas, quoi, qui débloque, qui coince. Il faut qu'il y ait une quête, il faut qu'il y ait une bataille, il faut qu'il se passe quelque chose, quoi. Donc effectivement, écrire un bon post-apo, ça défoule plus que de se creuser la tête sur une utopie. Mais néanmoins, le défi est intéressant à relever, et je compte bien le relever, de vraiment un peu décrire ce monde d'après tel qu'on le souhaite, quoi, parce qu'il y a aussi plein d'histoires à raconter là-dedans, et il y aura plein de difficultés, il y aura plein de complications, il y aura plein de dangers, ça peut faire aussi une très belle aventure, sans forcément, que tout le monde meure à la fin, quoi. Enfin, attention, parce qu'en tant que lecteur, c'est quand même plus sympa d'aller de la dystopie aussi, je pense. Aussi, on a les travaux les romans de Becky Chambers en ce moment, qui sont plutôt de la science-fiction bienveillante. Oui, une sorte de Cozy Chambers.
comme j'ai vu sur les réseaux sociaux il y a pas longtemps. Ouais. Becky Chambers, j'aime beaucoup, ça fait du bien, ça caresse dans le sens du poil. Mais bon, c'est du space opéra qui se passe en très longtemps sur de lointaines planètes avec des races extraterrestres très exotiques. C'est sûr que ça fait plaisir, mais elle n'écrit pas sur le monde actuel. Becky Chambers, là, elle serait peut-être moins... Plus sur les relations sociales. Ceci dit, voilà, elle écrit très bien les relations sociales entre extraterrestres assez excentriques, en fait. C'est vrai qu'elle va plus agir sur finalement le thème de l'aliénation et peut-être aussi dans un certain sens de l'immigration, d'un point de vue plus éloigné en fait. On n'a pas besoin forcément de toujours parler directement du monde réel pour donner des idées de ce qui pourrait se passer dans le monde réel et juste donner des idées, des visions du monde différentes et plus positives. D'où l'intérêt de la fiction. Hein. Voilà, on peut parler juste tout simplement de Princesse Mononoke de Miyazaki, ça ne parle pas du tout de notre monde, ça ne parle pas du tout de situations qui sont concrètes à notre monde et pourtant ça parle de la nature, de notre rapport à la nature et de comment trouver un équilibre aussi par rapport à ça. Si on veut réconcilier les gens avec le droit pour finir là-dessus, le droit, il écrit des choses qui se passent bien. Par exemple, il est écrit qu'en 2050, on aura la neutralité carbone. Le droit l'a écrit. Ça, c'est de l'utopie. Ça, c'est de l'utopie. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, on va passer aux questions. Est-ce qu'une personne du public... Si je pose une question, ça va lancer le débat. Parce que on parle rapidement, on parle du droit français. Je parle du droit français, de ce qui se passe en France ou en Europe, évidemment. Mais en admettant que, faisons l'utopie, on arrive effectivement en France à appliquer tout ce qu'il faut et même plus, et pour être vraiment dans les règles. Mais est-ce que ça ne serait pas comme un non-fumeur qui est dans une pièce remplie de fumeurs, là il attrape le cancer quand même, quoi. C'est le réchauffement Donc climatique. est-ce que la solution individuelle ou même globale au niveau de l'Europe n'est pas trop limitée par rapport aux enjeux? Est-ce que la seule solution possible n'est pas une solution commune? Parce que dès qu'il y en aura un qui continuera à mal faire, entre guillemets, est-ce qu'on mourra heureux parce qu'on a bien fait? Je pense que vous avez complètement raison. Nécessairement, la solution elle est planétaire. C'est-à-dire que s'il n'y a que l'Union européenne qui fait les efforts, c'est certain que ça ne suffira pas. Pour autant, si on envisage l'hypothèse selon laquelle les autres ne suivraient pas, est-ce qu'on n'a pas une responsabilité quand même en tant que fumeur à pas propager la mauvaise attitude. Mais dans ce cas-là, il faut avoir une attitude plus positive dans les progrès qu'on fait, sinon ça va lasser. C'est ça. De fait, en tout cas, les questions environnementales ont fait l'objet de réglementations européennes et internationales, et c'est un des endroits où va proliférer le droit international, parce que les questions environnementales, elles n'ont pas de frontières, donc il fallait effectivement se mettre d'accord à plusieurs. Quand il y a un fleuve, il y a deux pays. Il faut se mettre d'accord à deux, et quand il y a un réchauffement climatique, il faut se mettre d'accord tous ensemble. Donc c'est l'un des domaines du droit, en tout cas si on veut revenir à ça, où le droit international s'est plus développé. C'est naturel. Je pense que c'est une question qui va plus pour les juristes que pour les auteurs. Est-ce que notre société actuelle n'est pas problématique, mais seulement de l'homme du XIXe siècle, parce qu'il existe dans le droit, dans les histoires de droit, des cas de figure où on assignait en justice des animaux, on considérait que les animaux étaient des êtres pensants et sensibles, et même dans les traditions sociales, les animaux en Europe faisaient partie de la famille. D'autres cultures, d'autres civilisations ont gardé cette approche de la nature, du vivant, et nous l'avons fracturé. Est-ce que le problème n'est pas là? Est-ce que c'est ce rapport-là qui a changé et revenir en arrière, comme le disait Anouk, ne sera pas plus profitable? Alors l'époque où on jugeait les animaux, l'époque où les animaux avaient droit au prétoire, c'était pour les pendre. On jugeait les cochons quand ils allaient manger un enfant. Enfin effectivement, mais je pense qu'ils n'étaient pas très contents.
C'est le bouc émissaire. Ah ouais, non, il y avait effectivement des animaux devant le juge. Mais, on en avait parlé tout à l'heure, on parlait de la reconnaissance de droit à la nature. Il y a aussi quand même un mouvement qui va dans le sens de l'extension de la notion d'être humain vers les animaux, avec des décisions à l'endroit des dauphins et des grands singes qui sont tout à fait intéressantes. J'avais une question aussi, merci pour les différents échanges. Alors c'est peut-être moi qui ai cette vision-là, mais j'ai l'impression que le droit et la réglementation se projettent maintenant aussi avec des échéances un peu plus lointaines. Et là, par exemple, sur la fin des voitures thermiques en 2035. Et par avant, on avait plutôt des réglementations un peu plus courtes, pas avec autant de projections. Est-ce que ça n'a pas un effet potentiellement inverse d'avoir une projection tellement lointaine on peut se dire on a le temps et arriver à l'échéance ou 2-3 ans avant, ça peut faire bouger les choses, et on a vu que certaines réglementations étaient repoussées parce qu'au final on n'avait pas assez pris en considération justement cette échéance, et que les travaux par exemple n'étaient pas faits ou ce genre de choses. Alors j'avoue, je ne sais pas si les réglementations avant avaient des échéances moins longues. J'en suis pas si sûre. Il y a toujours eu de la planification à long terme. C'est un outil qui est indispensable puisque les actions ne se font pas en un clin d'œil. Mais effectivement, aujourd'hui, et j'avais pensé à ça en voyant le sujet, le droit aujourd'hui doit être générateur de science-fiction, en tout cas d'anticipation, puisqu'effectivement, à la fin des voitures thermiques en 2035, ça donne déjà une image de ce que sera ce monde. C'est ce que je disais, il dessine le monde, il façonne le monde de demain. 2050, neutralité carbone. Donc aujourd'hui, alors, pour remplir ces objectifs, ça donne en fait, ça donne une sécurité aux opérateurs économiques. Ils savent ce qu'on attendra d'eux en 2050, et donc ils se projettent dans les technologies. Alors effectivement, ça a un impact très direct, c'est la course à la technologie et au puits carbone. Mais, et donc au stockage de CO2 en mer du Nord, entre autres, mais aussi dans toutes les plateformes industrielles en France, on est en train de travailler, clairement, on commence à travailler dessus pour pouvoir remplir cette obligation de neutralité carbone en 2050, puisque la neutralité carbone, c'est l'équivalence entre les émissions et les absorptions par les puits naturels, les forêts, et par les puits artificiels. Donc on crée beaucoup de puits artificiels pour pouvoir absorber beaucoup d'émissions. Mais est-ce que je pense que c'est des instruments qui sont utiles et qu'on ne pourrait pas précipiter, parce que si on les précipitait, simplement on n'aurait pas de technologie, on n'aurait pas ou alors on arrêterait brutalement effectivement la voiture, et puis il n'y aurait pas c'est peut-être des choix. Par contre, il y a un outil, il y a une appréhension juridique de ces réglementations à long terme. Typiquement, le contentieux climatique, l'une des problématiques qui se posait aux juges, pour que ce soit notre affaire à tous ou que ce soit Grande-Synthe, c'était un contentieux assez novateur en droit français, parce que le juge français, on ne savait pas s'il avait cette capacité d'innovation à cette date-là. Il s'est retrouvé face à plein de questions juridiques nouvelles, et une des questions juridiques nouvelles, c'était il fallait prouver, pour retenir la responsabilité de l'État, et c'était un recours en carence pour inaction climatique, il fallait retenir une inaction fautive. Pour trouver une faute, il fallait montrer qu'il y avait une méconnaissance d'une norme. Où est-ce qu'on trouve une norme quand on dit les objectifs ils sont à 2030 ou 2050 ? Ah oui. Et donc ça a été toute une construction juridique, et le contentieux de Grande-Synthe et notre affaire à tous, c'est basé sur cette construction juridique, de dire, pour traduire les objectifs à 2030 et 2050, l'État s'est doté de trajectoires. C'est la SNBC, la Stratégie nationale bas carbone, et tous les budgets carbone dans le domaine de l'immobilier, des transports, etc., etc. Et ces trajectoires sont 2019-2023, voilà, elles ont des dates, elles donnent des budgets carbone dans chacun des secteurs. Ces budgets carbone ne sont pas obligatoires. Et donc, il a fallu que le juge crée, et ça a été c'est l'innovation juridique, attention, ça ne paraît pas comme ça, mais ça a été un vrai travail d'innovation de la part du juge, de dire, en fait, il faut donner une normativité à ces trajectoires, parce que sinon, on n'atteindra pas l'objectif qui, lui, est normatif. Et donc, l'un des apports en droit de ces décisions de notre affaire à tous et de Grande-Synthe, ça a été du contentieux climatique contre l'État, ça a été de dire les trajectoires ont une valeur juridique et la méconnaissance de ces trajectoires peut entraîner la responsabilité de l'État. Excusez-moi.
Excusez-moi, j'ai un train à prendre que je m'en aille maintenant, mais continuez entre vous, c'est très intéressant. Merci. Merci aussi. Au revoir. Au revoir. Du coup, je vais quand même poser une question. Je voulais juste revenir rapidement justement sur la précédente question posée. Tu évoquais un retour en arrière dont j'aurais parlé. Je suis un peu embêtée par cette idée de retour en arrière. Déjà, d'une part, par rapport à ce que moi je disais sur le Pacifique, parce qu'on n'est pas du tout sur quelque chose en arrière. Ce sont des conceptions actuelles et présentes, donc contemporaines. Donc je voulais juste bien redire ça. Et aussi, je trouve que c'est une idée qu'on a souvent, que pour finalement revenir à un monde écologique, pour revenir à comment c'était avant, et c'est pas du tout ce que moi j'imagine. On va gérer ces questions-là avec notre empathie actuelle, nos émotions et nos visions du monde actuel pour construire quelque chose qui sera dans l'avant et pas dans l'arrière. Voilà, je voulais juste repréciser ça. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non. On va s'arrêter là. Merci beaucoup pour votre présence, pour la question, et puis merci à nos 4 intervenants.